Mauvais Studio. Je suis Michel Tuttle. Oui, je suis Frank Magic. Et vous écoutez Mauvais Travail. Frank Magic. Michel Tuttle. Mauvais Travail. Frank Magic. Michel Tuttle. Oh la vache, ça éclabousse. Encore plus d'abandon. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Bordel, ils nous volent notre travail. Michel Tuttle. Mauvais Travail. Frank Magic. Le sort de la terre va dépendre de vous. Pardon. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail épisode 8 intitulé Les histoires incroyablement, véridiquement, vraiment ouf. Mais comme d'habitude, je ne suis pas seul puisque je suis avec mon fidèle stagiaire de l'extrême, j'ai nommé Frank Magic. Et comment vas-tu, Francky ? Bah ça va bien, écoute, je suis toujours content de te retrouver, mais Michel, bah oui. c'est quoi? Oui, c'est quoi cette voix? Bah c'est parce que j'ai fait un pari avec un copain, je dois faire l'émission entièrement avec cette voix. Ah, C'est d'accord, pour 5 et- €. 5 €, ok. Écoute, je te Ouais. file 10 € et tu reprends ta voix normale, ça va aller? Ah merci. Bah, je Je t'en t'aurais prie, pas pu Michel. tenir de toute façon, laisse tomber. Non, bah c'est cool. Ah ça va bien Francky? Ça va très bien, mon petit Michel. Ah bah on va aussi souhaiter un joyeux anniversaire à Golwen Hudson. Joyeux anniversaire, Golwen. Ouais, et on a eu aussi un 5 étoiles sur iTunes d'une certaine M. Pénico qui nous dit: Ah, bah je lâche volontiers 5 étoiles pour l'énorme travail produit par Francky Stagiaire. C'est des comme lui qu'on veut. D'ailleurs, quand les bars rouvriront, on se mettra quelques pintes derrière la cravate. Et puis, balance ton 06 mon Francky, je suis OP pour faire démarrer ta carrière en I. Voilà. Bon, j'ai pas trop compris ce qu'elle voulait dire, mais merci Madame Pénico. Francky, je vois que tu as la larme à l'œil, mais est-ce que tu pourrais faire abstraction de ton émotion et nous balancer ton mauvais sommaire s'il te plaît? Ouais, je vais essayer. Ok. Alors, comme d'habitude, on va retrouver les mauvais travailleurs du mois, suivi d'une première production musicale maison, une collaboration entre une voix grave et un duo de chiens fous. Qui ça? Je vous laisse la surprise. Mais je peux vous dire que le titre du morceau, Chaîne de vie, est un petit peu en lien avec le mauvais dossier du mois, puisque nous allons nous intéresser à des destinées incroyables. La première histoire aurait pu s'appeler Chaîne de mort. Elle est assez sombre et assez violente, et c'est vraiment une très très lourde malchance qui s'abat sur un seul homme. Dans la seconde histoire, la malchance sera également au rendez-vous dans le destin d'un homme. La mort aussi, mais tout cela sera contrebalancé par un beau capital chance. Il y aura un entracte entre ces deux histoires et c'est toi, Michel, qui va assurer l'animation avec un super jeu. Et pour la première fois, Jean-Jacques White va affronter Jean-Jack Black. Ouh là là, duel au sommet. Suite au mauvais dossier, on aura droit à une seconde production musicale sortie du Mauvais Studio, du rock français passionné et tellement sincère. On enchaînera avec un nouveau numéro du Casque et la Flûte, l'émission critique ciné que vous avez pu entendre dans l'épisode précédent. Et puis, je vous raconterai un stage qui m'a beaucoup marqué. Mon stage dans l'immobilier de luxe. Ensuite, comme tous les mois, Prunax et Clunax redoublent d'inventivité pour permettre aux enfants de vivre des sensations fortes comme le veulent tous les enfants. Et puis, nous finirons évidemment avec le mauvais témoin du mois. Et tout de suite, nous retrouvons nos mauvais travailleurs du mois. Michel, quelle est cette nouvelle mauvaise histoire que tu vas nous raconter ? Alors, justement, j'ai intitulé l'histoire de ce mauvais travailleur La Mouche, en référence à cet épisode bouteille de Breaking Bad où nos deux chimistes passent leur temps à essayer de tuer une mouche. Je sais pas si t'avais vu cet épisode, mon Francky. Oui, j'adorais. Donc c'est un épisode bouteille Épisode avec peu de moyens et fait en huis clos. qui avait été fait de cette manière à cause de contraintes économiques. Cette histoire, réelle cette fois, voit un homme âgé de 82 ans provoquer un incendie involontairement en voulant tuer une mouche chez lui un vendredi soir dans le petit bled de Parcoulsonneau dans l'ouest du Périgord. On salue d'ailleurs nos auditeurs parcoulois, on sait qu'ils sont nombreux. L'homme seul dans sa maison se prépare un petit cassoulet au calme, mais du gaz s'est accumulé sous les meubles de sa cuisine suite à une fuite provenant d'une bouteille de gaz qu'il avait sûrement mal branchée. Alors qu'il s'attable et s'apprête à déguster son petit plat, une mouche vient l'enquiquiner. Mais notre bougre est équipé et sort sa raquette électrique pour chasser l'insecte, sauf que le choc électrique rencontre le gaz accumulé sous les meubles et ça explose jusqu'à légèrement soulever le faux plafond de la maison. Mais comme dans ces fabuleuses émissions à base de gags et de voix gaulerie, l'homme s'en est très bien sorti. Du coup, c'est plus un épisode bouteille de gaz. Rapport à la bouteille au gaz, tu vois.
Quand je disais épisode bouteille au début et que finalement... Ah ouais, j'ai bouteille de compris, gaz. ouais, épisode bouteille, donc... Du coup, bouteille de gaz. Ça marche pas mal, t'es un marrant, toi. Épisode de gaz. Bouteille de gaz. Et donc toi, Francky, est-ce que tu as un mauvais travailleur ? Ah ouais, j'en ai un, ouais. Et ça, c'est un mec très très malchanceux. Il est même d'ailleurs connu pour ça. C'est un Américain des States, il s'appelle John Wayne Egan. Et en 2008, on lui a braqué un flingue sur la tempe au cours d'un vol à main armée. La même année, il survit à un coup de couteau à la poitrine, et l'année suivante, il se fait mordre simultanément par 2 serpents. Il se présente comme l'homme le plus malchanceux du monde depuis qu'il a été foudroyé alors qu'il utilisait son téléphone fixe. Sa fille a témoigné avoir vu son père frappé par quelque chose qui venait du ciel. Il s'est réveillé dans l'ambulance avec un trou dans la chaussette. Mais derrière cette histoire, une question se pose. À quel degré John est-il un mauvais travailleur ? Je m'explique. Certains experts se demandent si ces blessures sont authentiques et ils pensent à l'éventualité d'automutilation que John se serait infligée afin de crédibiliser cette histoire. Il est probable qu'il revendique le titre d'homme le plus malchanceux du monde dans le but d'apparaître dans le Guinness des records. Et ça, c'est un truc avec lequel on peut générer du fric, Michel, tu sais. Ouais. On va y penser, hein ? Eh ben, merci mon pote. Voilà, ça va peut-être éventuellement donner des idées à nos auditeurs. Alors attention tout de même les petits mauvais, soyez prudents, les doigts, les bras et les jambes, ça ne repousse pas. Hein. Et tout de suite, avant de se lancer dans le mauvais dossier, je vous propose d'écouter un duo en duo avec nos 2 rappeurs pour les enfants, Big Fla et Olo, en featuring avec Petit Corps Malade et le morceau Chienne de vie, extrait de l'album de Big Fla et Olo, intitulé Hardcore, c'est notre 2e prénom, pour vous maintenant, dans Mauvais Travail. Big Fla, hey, moi c'est Olo. Ha. Petit Corps Malade. Yo, les rappeurs des petits et des grands. Yeah. Maintenant, Maman, je t'aime. Y'a ce gars pas vraiment sûr de lui qui s'engage dans un tourniquet. Ce genre de machinerie diabolique que l'on voit comme supermarché qui tourne encore toujours le tout sans jamais s'arrêter. Ce pauvre fou voulait tout simplement acheter une brique de lait. Le destin voulu qu'il reste là, il tourne encore. Il est coincé, sa fille attend et pleure son père qui tourne encore dans cet enfer. Mais le destin voulu qu'il reste là, il tourne encore. Il est coincé, sa fille attend et pleure son père qui tourne encore dans cet enfer. Mais c'est pas pire que cette fille-là qui était juste un peu pressée. Cette malheureuse qui naïvement sur tapis roulant s'est engagée. Elle sait que c'était pas par là, elle va devoir tout refaire à pied. Je te parle même pas d'escalateur, sinon gars tu vas frissonner. Ce genre de moyen de transport que seul le diable a pu créer. Même en faisant un max d'efforts, on ne pourrait jamais l'égaler. Ce genre de sujet de société que les médias préfèrent cacher au profit d'histoires insipides, banales, vraiment sans intérêt. Chienne de vie, des fois la vie te mord la main et ça fait mal. Ça fait mal, chienne de vie. Des fois la vie est pas cool et t'as pas le moral. Pas le moral, chienne de vie. Des fois la vie te mord la main et ça fait mal. Ça fait mal, chienne de vie. Des fois la vie est pas cool et t'as pas le moral. Pas le moral. Je pourrais continuer des minutes et des heures. Vous seriez bien tous dégoûtés de tous ces drames. Mais c'est dingue ces horreurs que l'on préfère juste occulter à tous ces gens fous ingénieurs. Ces putains d'artisans de l'horreur qui gaspillent toute leur vie, leur talent engendrant ces machines de malheur. J'ai juste un mot à délivrer parce que je vous le dis, je suis vénère. Vous n'êtes pas frère, vous n'êtes pas mère, alors allez niquer vos pères. Et sur les putains de paquets de pâtes, ils partent tous d'ouverture facile. Mais bordel, vous ne comprenez pas, ils nous prennent tous pour des débiles. Les lobbies qui vous rendra fou, ou bien cynique, ou bien docile. Mais putain, laissez-moi tranquille, dans ma tête c'est la guerre civile. J'aurais pas dû vous en parler, mais laissez-moi. Big Fla, tu rentres dans ta chambre. Combien de fois je te l'ai dit, tu arrêtes, hein. Tu restes avec le rap. Tu rentres dans ta chambre maintenant, oh. J'ai une grosse voix. Oh, ça va là. Chienne de vie. Le rappeur pour les enfants. Je vais y aller. Oh. Allez-y, petit corps. Ouais, j'ai une grosse voix. Chienne de vie, des fois la vie te mord la main et ça fait mal. Ça fait mal, chienne de vie. Des fois la vie est pas cool et t'as pas le moral. Pas le moral, chienne de vie. Des fois la vie te mord la main et ça fait mal. Ça fait mal, chienne de vie. Des fois la vie est pas cool et t'as pas le moral. Pas le moral, chienne de vie. Des fois la vie te mord la main et ça fait mal. Ça fait mal, j'ai une grosse chienne voix. de vie. Des fois la vie est pas cool et t'as pas le moral. Pas le moral. J'ai une grosse voix. Chienne de vie. Big Fla et Olo à l'instant featuring avec Petit Corps Malade et le morceau Chienne de vie extrait de l'album de Big Fla et Olo intitulé Hardcore, c'est notre 2e prénom à l'instant dans Mauvais Travail. Francky, on parle de quoi tout de suite ? Eh ben, on va parler de la cruauté de la vie, de la cruauté du destin, de la malchance, et on va parler de petits culs baignés dans un plat de nouilles. Mais ce ne sera pas de la philo, non,
C'est sûrement vous qui nous écoutez, qui allez philosopher lorsque vous écouterez ces deux histoires, lorsque vous y repenserez à ces destins incroyables. Nous allons simplement vous raconter deux destinées, deux histoires vraies, dans lesquelles la malchance est à l'œuvre. Les histoires incroyablement, véridiquement, vraiment ouf de mauvais travail. Alors, petit disclaimer pour les petits mauvais qui seraient un peu sensibles, l'histoire qui va suivre est assez violente, donc âme sensible, s'abstenir et vous pouvez zapper dans 8 minutes 45. Alors pour les plus téméraires qui sont encore là, on sait que des victimes de malchance dans l'histoire il y en a eu pléthore, mais celle-ci est particulièrement violente, mélange un gros manque de bol et l'hystérie d'une foule cruelle, déshumanisée, le tout sur fond de rumeurs infondées. Cette triste aventure se déroule le 16 août 1870 lors d'une foire dans le village de Hautefay en Dordogne. Une grosse fête des voisins qui, vous le verrez, a été beaucoup, mais alors beaucoup trop loin. Celui qui en fera les frais, c'est Alain de Monnet, un jeune notable du coin qui vivra une journée, on dira, horrible pour être gentil. Est-ce qu'il s'en est sorti ? Eh bien, rendez-vous à la fin pour ceux qui ont eu le courage de rester parmi nous. En 1870, c'est la guerre. La guerre franco-allemande de 1870 à 71, aussi appelée guerre franco-prussienne ou guerre de 70, un conflit qui oppose du 19 juillet 1970 au 28 janvier 71 la France à une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse et comprenant les 21 autres États membres de la Confédération de l'Allemagne du Nord, ainsi que le royaume de Bavière, celui de Wurtemberg et le Grand-Duché de Bade. Et en parlant de Bade, notre Alain, il va en vivre un gros. Alain Romuald de Monnet d'Ordières a 32 ans. Il est célibataire et il est le fils d'Amédée de Monnet, l'ancien maire de Bossac, un bled situé en Dordogne. Alain n'est pas très costaud, ce qui lui vaut d'ailleurs d'échapper à l'armée malgré son envie de défendre son pays et donc d'aller au front. Un détail qui, vous l'entendrez, a son importance quand vous connaîtrez la suite de l'histoire. Les protagonistes de ce récit sont, dans un premier temps, ceux qui s'en prendront à Alain. François Chambord, maréchal Ferrand, Léonard, chiffonnier, Puère Buisson, cultivateur, François Mazière, métayer, et les frères Étienne et Jean Campeau, des agriculteurs. Les autres protagonistes, ceux qui se rangeront du côté d'Alain, sont l'abbé Victor, curé de Hautefay, Philippe Dubois, sieur de Long, une personne dont le métier consiste à débiter avec une scie des troncs d'arbres dans leur longueur, ça ne s'invente pas, et Pascal, le domestique d'un château voisin. Alors maintenant, rentrons dans l'histoire en elle-même. Camille de Maillard, le cousin d'Alain, connu pour être légitimiste, c'est-à-dire favorable à un retour de la royauté, après avoir lu une dépêche sur la bataille de Reichshofen, une bataille qui eut lieu en Alsace, annonce que l'armée française est obligée de reculer. C'est alors que les esprits s'échauffent à son encontre, qu'il est accusé de colporter des fake news et d'être de mèche avec les Prussiens. Ce qui, on va se l'avouer, n'est pas très bon pour lui. Les habitants décident alors de le pourchasser pour en découdre, mais il réussit à s'enfuir. Quelques heures plus tard, Alain se pointe tranquillement à la foire de Hautefay. Tranquille, il ne va pas le rester longtemps puisqu'une fois arrivé, il voit s'approcher des paysans armés de bâtons et autres fourches. Il se demande alors « Qu'est-ce que signifie ce bordel ?» Alors, par le biais d'un colporteur, il apprend que cousin Camille aurait crié « À bas Napoléon et vive la République !» Ce qui fait clairement de lui un traître. Alain se dit « Non, mais c'est pas possible, c'est pas le genre de Camille, ça !» Du coup, il part du côté du lieu de l'incident et rencontre des paysans qui ne prennent pas très bien le fait qu'Alain défende son cousin. Ça monte dans les tours, certains arrivés un peu plus tard et en grande forme, on va dire, le confondent même avec Camille. Plus ça va, et moins ça va pour Alain qui se voit taxé de Prussien. Assez rapidement, certains commencent à vouloir le pendre ou le brûler, tout simplement. La nouvelle fait alors très rapidement le tour du village, donc de la foire, et là, ça sent très mauvais pour notre pauvre garçon. Alors, je vais contextualiser un petit peu, c'est pas pour minimiser, c'est pas pour justifier ce qui va se passer par la suite, mais voilà, il y a un contexte à donner. Il faut savoir qu'à cette période, les récoltes sont mauvaises. Il ne pleut pas, et le bétail n'est pas au top, et il fait très chaud. Et là, ce jour-là, c'est la foire, donc ça picole méchamment, et ça picole du lourd. Piquette, pinot, absinthe, etc. Donc autant vous dire qu'au quartier, la tension est réelle, palpable, bruyante et odorante. On revient à l'action. Notre Alain est donc entouré de paysans bien virulents et les premiers coups partent. Ça part très rapidement en agression collective et ça vocifère des « Vive l'empereur !» et autres slogans pro-Napoléon.
Un coup de feu se fait entendre. C'est le curé qui intervient pour secourir Alain. Cela n'aura aucun effet tellement les habitants sont enragés et imbibés. C'est alors que le neveu du maire se mêle au groupe et essaie de secourir Alain à son tour. Il réussit alors avec l'aide d'un ami à emmener Alain plus loin dans le but de le conduire à la maison du maire. Mais celui-ci, craignant d'être envahi, refuse de les laisser entrer. Mazière et Buisson reviennent à la charge et s'emparent de la victime. Ils emmènent Alain à un arbre pour le pendre. Mais celui-ci verra sa branche où est attachée la corde du pendu céder sous le poids de celui-ci. Bon, on va pas se laisser abattre, hein. On n'a qu'à le battre à mort. Rapidement, l'idée de bien le faire souffrir avant de le tuer germe dans la tête de cette foule hystérique. Chambord dira d'ailleurs « Avant de le faire périr, le Prussien, il faut le faire souffrir !» Pour ça, Notaré ne manque pas d'imagination et traîne donc notre victime à l'atelier du maire qui, pour info, est également maréchal ferrant. Vous voyez où on va là ? Non ? Bah, écoutez. On l'attache sur le travail affairé pendant que certains s'affairent encore à le frapper aux jambes et au visage. Une fois attaché, Chambord lui assène un coup à la tête avec une balance accrochée. Pour les plus motivés, vous pouvez aller voir vite fait à quoi ça ressemble. Hein. C'est bon ? Vous voyez le genre ? Bon là, on peut se laisser penser que notre pauvre victime est morte. Les quelques protecteurs d'Alain, impuissants devant cette scène horrible, décident alors de le faire entrer dans l'étable à moutons du maire. Miraculeusement, les yeux d'Alain se rouvrent et Dubois le soigne. Bizarrement, la légende raconte qu'à ce moment-là, Alain voulut payer une barrique de vin pour faire boire ses poursuivants. Ces poursuivants, eux, ils n'en ont pas fini, non. Ils forcent alors la porte pour récupérer le corps. Celle-ci cède et Alain, acculé, ne peut s'échapper. Les frères Campeau, que j'ai mentionné au début, se saisissent de la victime, la livrent aux paysans et c'est reparti dans la violence et en bien pire qu'avant si c'est encore possible. Dubois le rechoppe, essaie de le faire entrer dans une auberge, mais l'aubergiste referme la grosse porte sur la cheville d'Alain. Là, il s'effondre de douleur. Considéré comme mort, encore une fois et à la surprise générale, il se relève, prend un pieu dans un geste désespéré pour le pointer vers la foule, mais il est vite désarmé et se prend un coup de crochet dans la nuque. Un de plus. Bon, là pour les témoins c'est terminé, il est mort. Ce qui n'empêche pas la foule de continuer à le molester pendant environ 10 minutes. Après cet acharnement, certains décident que ce serait marrant de l'écarteler mais ne réussissent qu'à le déchausser. Selon des témoins, la foule l'aurait transporté jusqu'à une mare asséchée en criant « Vive l'empereur !» Une fois arrivé à cette fameuse mare, Chambord entasse de la paille sur le corps qui, selon certains témoins, bouge encore. Équipés d'allumettes et au cri de « Vive l'empereur !» ils mettent le feu. Voilà. Cette fois, Alain succombe. Plus tard, des témoins accuseront la foule de cannibalisme. Ouais, selon quelques sources, des habitants auraient trempé leur pain dans la graisse du pauvre garçon. C'est pour dire à quel point l'histoire est sordide. Par la suite, une 50aine de personnes seront arrêtées. Chambord, Buisson et Mazière, eux, seront condamnés à mort. D'autres seront condamnés à des peines de travaux forcés pendant 8 ans ou à perpétuité. Souvenons-nous alors que tout ça a démarré sur un quiproquo et une rumeur bien entendu infondée. Alain s'est vu attribuer des idées qui n'étaient pas les siennes et par malchance, on l'a confondu avec son cousin. À l'heure actuelle, le village porte encore les stigmates de cette horrible journée. Une initiative de stèle commémorative a d'ailleurs été initiée en 1977, mais le projet a été abandonné en 2009 car, je cite le maire de l'époque, « Il y a encore une honte dans ce village. » Bon, je vois que là, l'ambiance est pas fun et qu'on a bien calmé tout le monde, mais je pense que l'histoire valait le coup d'être racontée. Pour repartir dans une humeur plus joviale, je te propose qu'on fasse un petit jeu, mon Francky. Les petits mauvais, c'est le retour de la chanson inversée de Michel Tuttle. Ce jeu, vous ne l'avez pas entendu dans Mauvais Travail, mais dans Mauvais Journal, notre podcast quotidien que nous avons tenu pendant le premier confinement il y a 1 an et que vous trouverez sur le site ou l'application Mixcloud. Allez, on envoie le jeu, on envoie le jingle. C'est la chanson ou le film inversé de Michel Tuttle. Il est là pour vous, le jeu du mois, et aujourd'hui je vous invite à jouer à la chanson ou au film inversé. Et pour te mettre la misère, mon Francky, nous avons 2 invités. Le premier, c'est Jean-Jacques White. Coucou Jean-Jacques. Salut, c'est moi de retour. Ah, bien Bonsoir, le wifi, Jean-Jacques. Ça va? Ouais, le wifi va bien, ça merci. Capte. Et pour te battre, Francky, on va la faire façon cousinade, puisque nous sommes également avec Jean-Jacques Black. Salut à toi, ça va? Yo les potos, comment ça va?
Et très bien. C'est aussi le retour de Jean-Jacques alors. C'est le retour de Jean-Jacques et de Jean-Jacques. On est de retour là, on est de retour. Okay. C'est la grosse cousinade, mes petites beautés. Alors le principe, il est plus ou moins dans le titre. Hein. Je vous balance un titre de film ou de chanson que j'aurais inversé, ou du moins transformé, et vous devrez me dire quel est le titre original. Par contre, on va jouer ça au buzzer. Alors je balance le titre, vous faites sonner votre buzzer, et je vous donne la parole. Alors, avant de commencer de donner un exemple, nous allons faire un petit inventaire des buzzers. Francky... Voici mon buzzer. Jean-Jack White, ton buzzer. Oh, c'est ukulélé ? Non, c'est un cavaquinho brésilien, ça n'a rien à voir. Ah, okay. Tu pouvais finir ta phrase par connard si tu voulais. Exactement, c'était suggéré. De l'esprit. Jean-Jack Black, ton buzzer. Ok, il est discret, on l'entendra bien. Ouais, il faudra te lâcher dessus. Hein. Je peux me rapprocher. Tac. Ouais, tu te mets près de toi. Ouais, là, voilà, là, on l'a bien entendu. Yeah. Alors, magnifique. Alors, un petit exemple hein, pour illustrer un peu. Si je vous dis, par exemple, le moineau bleu, vous me dites... L'aigle noir. Voilà. D'accord. On avait un petit peu répété avant. Parfait. Bah, on peut lancer le jingle. Jingle. C'est la chanson ou le film inversé de... Chanson inversée, film inversé, quoi. De Michel Tuttle. Alors on va commencer avec la première proposition. Attention, c'est parti. Le chaton est vivant cette nuit. Francky. Le lion est mort ce soir. Oui, bravo. Le petit marron. C'est un film par contre. Ouais. Oui, Jean-Jacques White. Le grand bleu. Bah oui. Je partais sur du Pierre Richard, moi, bêtement. Ah oui, avec une chaussure verte, un truc comme ça. Un mammouth, c'est super franc du collier. Et là, c'est un film également. Oh là là, Jean-Jack White, dis-moi. Un éléphant, ça trompe énormément. Exactement. Quelle culture. La culture, là, on part sur une chanson. Chanson et titre d'album, c'est Ruby Cat. Alors là. Ouais. Alors, je peux donner le nom. Oui. Diamond Dogs de David Bowie. De Daniel Moche. Non, évidemment. Ah. Ouais, bah ouais. C'est l'inverse. Oui. Fais confiance. Ça va super vite, hein, attention. Hein. Heureusement que j'ai 15 propositions. Fais confiance aux macaques. Ça, fais confiance aux macaques. Film Chanson, pardon. Anglophone ou francophone ? Francophone. Ah ouais. Fais confiance aux macaques. C'est quoi l'inverse des macaques, les gars ? L'inverse des macaques, c'est quoi ? Un autre singe, on va dire. Ah ouais, d'accord. C'est pas. Ouais, c'est plus ou moins inversé. Oui. Bravo. Super. Là, on est sur une bande originale de film, The Nose of the Kitty, le nez du chaton. Une bande originale de film. Ouais. Donc c'est une chanson qui a été la bande originale d'un film, quoi. Ouais. Le nez du chaton. Il faut que ce soit en anglais, donc. Non. C'est en anglais, du coup, la réponse. La réponse est en anglais, oui, pardon. Et c'est la structure, c'est The Bidule of the Machin. Non, c'est pour ça que j'ai dit The au début, mais non, c'est Nose of the Kitty. D'accord. Ça change beaucoup, attention. Nose of the Kitty. Oui. Eye of the Tiger. Ah ouais. Oui. Oh là là, c'est magnifique. Mais j'aimerais tellement entendre cette chanson. Michel, je pense que peut-être les mauvais studios un jour ils vont peut-être nous la concocter un jour celle-là. Bah évidemment, évidemment. Ensuite, c'est un film. Voilà, donc ça s'appelle Papa, j'ai eu mon train. On n'entend que du ukulélé. Je peux répondre du coup. Alors c'est Monsieur White. C'est maman, j'ai raté l'avion. Il est trop fort, ce Jean-Jacques. Ouais. Non mais quand il y a Jean-Jacques, il faut préparer des jeux, tu sais, avec 30 questions, sinon c'est un peu raide. Alors ensuite, encore un film, Le Mauvais, Le Mec Doux, le gars super. Ah, on va laisser Jean-Jacques Black, s'il vous plaît. Le bon, la brute et le truand. Oui, la butte. Bravo. Et la butte. La butte, bah oui, évidemment. Les buts, ça marche aussi. Ensuite, encore un film français, Le Brunch d'Intello. Oh, oui, Monsieur Black. Le dîner de con. Oui. Bravo.
Ça rattrape là, là la cousinade, la cousinade Allez. à feu et à sang. 10e question, c'est également un film et c'est un bus pas appelé d'égout. Eh, mon buzzer marche plus. Buzzer. Buzzer. Quick. Un tramway nommé Désir. Oui, bravo C'était mon petit Francky, bien joué. Mon buzzer marche plus, alors je vais siffler du coup. Ouais, ok, d'accord. Donc 11e question, c'est également un film. Tout le monde a pleuré en regardant ce film, c'est La Courbe Marron. Oui, Monsieur Black, Monsieur Black. La ligne verte. Exact, bien Eh joué. ouais. On enchaîne sur un film qui s'appelle Slow and Sweet avec Vincent Gasoil. Passe. Hop là, oh là là là. Oh là, Merde. qui... Ah, Alors là, je sais pas départager. Bon, on va dire Monsieur White. Fast et Furious. Exactement, Fast et Furious. 13e question déjà, et on est qu'à 6 minutes de jeu. J'aurais dû en préparer une trentaine, vraiment. La montagne n'a pas d'oreille. Clic. Ah, monsieur Frank Magic. Oui, la colline a des yeux. Oui, bravo. 14e. En fait, ce sera le cri du cochon, ce sera pas un sifflement, ok? Ok, d'accord, ok, on va changer. Bon, on recommence tout avec le cri du cochon. Première question. Alors, on va passer du coup à la 14e. C'est déjà l'avant-dernière. On va torcher ça en 10 minutes, même pas. Les adultes de l'enfer, et c'est également un film. Il n'y a que des films à la fin. En fait. Oui. Les enfants du paradis. Oui, bravo, Francky. Et la dernière, déjà. C'est Bonjour, marionnette. Pardon. Plus familier. Oui, monsieur Jean-Jack White a apparemment une réponse. Ciao Pantin. Bravo. Oh. Voilà, pour une fois, Bravo. Magnifique. Pour une fois, je pense qu'on peut dire qui a gagné ce jeu, parce que d'habitude on compte pas les points. Ouais. Jean-Jack White a gagné. Je veux qu'on applaudisse Bravo. Monsieur White. Oh la Merci main. beaucoup. Bravo. Bravo, on envoie des claps. Oh la main, comme un beau salut nazi. Ah bah ça... Oh là, celle-là, je l'avais pas vu venir. C'est un titre de film en fait, je suis sûr que c'est un titre de film. Ouais, c'est un film inversé en fait, faudra le chercher. Les auditeurs, pour la prochaine, vous nous trouvez c'est quoi le Non, film c'est un derrière truc, cette réplique? c'est un truc que je vais couper. Ouais. Je suis pas sûr. Si. Ok. Les gars, est-ce que vous avez une actualité, mon petit Jean-Jack White, est-ce que tu as une actualité, un petit album, d'un EP qui va sortir, quelque chose comme ça? J'ai un EP que je compte sortir à l'automne qui est en pleine production en ce moment même. D'accord, est-ce que ça a déjà un nom? Oui, le nom de l'EP et le nom du projet en fait c'est Oranian. Ça s'écrit Oranian et c'est fait sous mon pseudonyme Jaime Joaquin. Ok, bon on ira écouter ça, je crois qu'il y a des petites vidéos sur YouTube. Il y a des vidéos sur le net, ouais. Jean-Jack Black, apparemment t'as une actualité ce soir. Ouais, je mange de la saucisse de Toulouse ce soir et j'ai une petite gonzesse qui vient à la maison, quoi. Oh, parfait, donc saucisse c'est mignon. choucroute. Saucisse Ok. et calais. Des calais. Ok, nul. bah c'est super. Et bah écoutez les gars, je vous remercie d'avoir participé au jeu. Merci à vous, les Merci gars. à toi. C'était cool, écoutez, je pense qu'on se retrouvera pour une cousinade, et là, la prochaine fois, je préparais au moins une 50aine de questions, pour que ça dure plus longtemps. Voilà, bon bah merci à tous, et puis nous, on va continuer le mauvais dossier avec Francky. Bon Salut les courage. gars. À bientôt les gars. Ciao. Bye bye. Ciao. Bye. Les histoires incroyablement, véridiquement, vraiment ouf de mauvais travail. Pour cette deuxième partie du mauvais dossier, voilà une histoire bien différente, où, plutôt que de concentrer la malchance sur un événement à l'issue fatale, comme le malheureux Alain Romuald de Monet d'Ordière, notre protagoniste va cumuler les péripéties dramatiques. Mais lui, il va retomber sur ses pattes. Il est croate, il s'appelle Frano Selak, professeur de musique, il a 91 ans aujourd'hui et il habite à Zagreb. Voici son histoire. Juin 1929. Monsieur et Madame Selak sont dans une barque, en train de pêcher. Madame est enceinte du futur Frano, qui est en gestation depuis 7 mois. Le petit Frano apprécie le bercement des vagues, la mer, il est bien, il se sent en phase avec l'extérieur. Il décide donc de précipiter sa venue au monde. Madame se plaint de contractions. Monsieur minimise les choses et surveille sa ligne. Mais pendant de longues minutes,
Les souffrances de sa femme s'amplifient, ainsi que ses cris. Monsieur comprend que c'est du sérieux et doit gérer l'accouchement. Là, dans ce petit bateau. Papa coupe le cordon avec son couteau de pêche et lave le bébé en le plongeant dans la mer, puis il rame comme jamais en direction de la maternité. Frano Selak échappe pour la première fois à la mort à l'âge de 23 ans dans un accident de car en 1952. Au moment du passage sur un pont, le chauffeur perd le contrôle du véhicule qui se dirige droit vers la rambarde. Le volant ne répond plus, le car percute la barrière et plonge dans la rivière. 1962, 10 ans plus tard, Frano Selak voyage en train depuis Dubrovnik et Sarajevo quand soudain, l'impression que le wagon est frappé par la foudre. En réalité, c'est un problème mécanique qui a provoqué le déraillement du train. Dans un puissant fracas, la lumière s'éteint, ça tremble de partout, ça fait des tonneaux. Tout le convoi tombe dans le cours d'eau près de la voie ferrée. L'eau rentre dans le wagon, ça monte, impossible de briser les fenêtres. Frano est alors résigné à mourir par noyade dans cette rivière gelée, prisonnier de ce wagon, quand il sent une main qui le tire hors de l'eau. Son sauveur a réussi à ouvrir la porte de la rame. 17 passagers meurent sur le coup ou par noyade. Frano, lui, s'en tire, avec une hypothermie et un bras cassé. 1963, un an plus tard. Un peu comme Indiana Jones ou James Bond, qui multiplient les véhicules pour varier les scènes d'action, Frano prend l'avion pour la première fois. Il apprend ce jour-là à se méfier des compagnies low cost. En effet, l'avion est vétuste et il fatigue. Au bout de quelques heures de voyage, un des moteurs lâche et l'avion pique du nez. Là, Frano est arraché de son siège par l'aspiration de la porte et il est propulsé de l'avion avant le crash, ce qui lui sauve la vie. Mais bon, il n'a pas de parachute, alors il va se cracher lui aussi. Oui, mais dans une botte de foin. Et donc, il s'en sort indemne. Frano et une hôtesse de l'air sont les seuls survivants du drame. Et c'est pas fini. 3 ans plus tard, en 1966, il lui arrive encore un accident de car, qui, selon les sources, tombe dans un précipice ou une rivière. Bon, le cumul est possible. Précipice, puis rivière. Frano Selak a 37 ans et il a déjà échappé à 4 accidents mortels et il est toujours entier. Pour les années 70, il va être plutôt voiture, avec une première rencontre avec le feu sur l'autoroute. C'est sa voiture qui prend feu à cause d'un problème de moteur. Frano s'arrête et il quitte le véhicule qui explose quelques secondes plus tard. Mais ça ne le dissuade de rien. Il a envie d'aller où il veut, quand il veut, alors il se rachète une voiture. 3 ans après l'explosion de son moteur, c'est à l'arrêt, dans une station-service, qu'il est à nouveau attaqué par les flammes lorsqu'une pompe à essence défectueuse lui explose à la gueule. Heureusement, il n'y a que le haut de son crâne qui brûle. Il perd uniquement ses cheveux. Enfin, pour finir sa trilogie voiture, il retrouve son attraction pour les contrebas, son affinité avec les pertes de contrôle et les chutes de véhicules, quand son engin bifurque vers un précipice. Son mépris pour la sécurité routière lui sauve la vie, puisque, n'ayant pas mis sa ceinture, il a le temps de sauter de sa voiture, qui fait une chute de près de 100 mètres. Paraît-il, à partir de là, Frano décide de ne plus sortir de chez lui, ou plutôt d'éviter de prendre des moyens de transport autres que ses pieds. Car il est bien dehors ce jour de 1995 où il est percuté par un bus à Zagreb ou à moins que ce soit à Sarajevo. Quelle source est la plus fiable entre tuxboard.com et genside.com? En tout cas, il s'en sort encore tranquillement avec quelques petites contusions, juste histoire de confirmer que si, il est un humain. Bon alors là, on relève les compteurs encore une fois, on est à 8 accidents au potentiel mortel pour un bonhomme de 66 ans, avec un taux de conservation de 99% si l'on considère la perte des cheveux de l'épisode du plein d'essence explosif. C'est l'année suivante qu'a lieu sa dernière péripétie, malheureuse mais heureuse quand même. Il est loin de se confiner à la maison pour éviter les merdouilles, puisqu'il se trouve au volant de sa énième voiture, cette fois en bon état de marche, sur une petite route de montagne, lorsqu'il prend un virage en épingle. A-t-il un Mélenchon GPS qui lui a conseillé de rester bien à gauche ? Tournez à gauche ! Je sais pas, mais paf ! Il percute un camion de l'ONU. Encore une fois, il n'a pas mis sa ceinture et ça le sauve. Et oui, parce que il saute de son véhicule, ou alors il est éjecté, on ne sait pas trop selon les sources. Toujours est-il qu'il parvient à se raccrocher à un arbre pendant que sa voiture tombe dans un précipice et explose.
À 81 ans, il déclare: Oh, je n'ai jamais pensé que j'avais de la chance d'avoir échappé à la mort. Je pense surtout que j'étais malchanceux d'être dans tous ces accidents. Frano, c'est ce genre de gars, quand il essaye un truc, il se passe quelque chose. C'est pour ça que même s'il est né sur la mer et même s'il l'aime, il n'a jamais voulu retourner sur un bateau. Il précise d'ailleurs: Jamais personne, ni même ma femme, n'avait eu le courage de monter avec moi sur un bateau. Car ils savent tous que la mer est l'unique domaine où il ne m'est jamais rien arrivé. C'est pour cela que j'ai peur de la mer, même si je l'aime. Je suis né sur l'eau, mais je ne m'y risquerai pas. Triste sort pour certains, ou heureux destin pour d'autres, ce qui est sûr, c'est que la suite des événements ne laisse pas le choix. En effet, en juin 2003, juste avant de fêter son 5e mariage, Frano Selak essaie encore un nouveau truc, cette fois sans risque de dommages corporels. Il joue à la loterie nationale. Et évidemment, si on en parle, c'est qu'il gagne. Ça me rappelle d'ailleurs un slogan dans une fête foraine sur un de ces jeux avec des grappins qui attrapent rarement les trucs. Joue jusqu'à ce que tu gagnes. Sauf que Frano, lui, il n'a pas eu besoin de répéter l'opération 64 fois pour gagner. Sur dossier.secret.free.fr, on trouve cette citation de notre heureux gagnant. Ça m'a tellement surpris que j'ai eu peur de prendre la route pour aller chercher l'argent. J'ai gardé ce ticket sur moi. J'avais peur que quelqu'un m'attaque et me le prenne. Imaginez, 1 million d'euros. Autre citation. Je pense que les vrais malheurs de ma vie furent mes précédents mariages. Avec sa grosse thune, Frano s'achète une villa sur une île privée pour y vivre avec sa nouvelle femme. Et puis, finalement, est-ce qu'ils s'ennuient sur leur île? Est-ce qu'ils regrettent leur vie d'avant? Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, Frano décide de vendre son île, de vendre sa villa, et puis il s'achète une petite maison dans un village en Croatie où il fait construire une petite chapelle. Il redistribue ses gains en donnant à ses amis, à l'église, sans aucun regret. Il vit avec sa retraite et il dirige une chorale, il kiffe la vie avec sa femme. Et voilà, fin de l'histoire. Une histoire de bonheur sur fond de malheur. Car s'il vous plaît, n'oublions pas tous les décès qu'on a croisés dans cette histoire qui finit bien. C'est aussi la fin du mauvais dossier. Francky? Ouais. Ah, t'es encore là? C'est l'heure du stage, non? Ouais, Michel, là, je vais vous raconter mon stage dans l'immobilier de luxe. Mais avant cela, on va s'intéresser au cinéma, avec nos amis du Casque et la Flûte. Et encore avant ça, et là tout de suite, on va s'écouter le dernier single de Gali avec son morceau Comme un canard sans tête, extrait de l'album L'amour avec 3 R, tout de suite dans Mauvais Travail. Maman, je t'aime. Et tu me fixes avec ces yeux que je ne vois pas. Et tu me parles même si tu sais que je ne t'entends pas. Ah, je suis sourd depuis que j'ai entendu ta voix. Et aveugle depuis que j'ai aperçu ton minois. La la la, la 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 la. T'as rien dit. La la la, la 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 la. Quand t'es parti, la 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 la, la 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 la. Comme un canard sans tête, je me prends tous les arbres. Comme un canard sans pattes, un canard qui s'empâte. Comme un canard sans tête, je me prends tous les arbres. Comme un canard sans pattes, un canard qui s'empâte. La la la, la 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 la. T'es parti chercher une pompe à vélo. C'était urgent, tu m'as dit, j'ai pas vérifié l'info. Depuis je t'attends, mais quand même c'est pas trop tôt. Ou tard, je ne sais plus, t'as rien laissé dans ton studio. Je me cogne partout, mais plus dans le porte-manteau. Mais bordel, où est ta table, où est ta stéréo? Et qui sont ces enfants que j'entends crier là-haut? Et c'est quoi ce chien qui hurle quand je l'appelle Ruffo? Lololo, lololo, lololo. T'es
c'est parti. Comme un canard sans tête, je me prends tous les arcs et sirènes de police qui s'approchent de chez toi, qui frappent et qui insistent. Ce sont des policiers et ces enfants qui pleurent. Je devrais peut-être m'habiller. Où sont mes fringues pitié? Je voulais pas déranger, je crois que je vais y aller. Si tu reviens s'il te plaît, reviens donc me chercher. 42 rue de la Santé, s'il te plaît. Arrêtez, laissez-moi, arrêtez, j'ai rien fait. La la la, la 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 la, j'ai rien fait. La la la, la 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 la, j'ai rien fait. Le casque et la flûte. Et aujourd'hui, dans le casque et la flûte, nous allons parler du dernier Michel Ruffo, le fils de François, est-il besoin de le rappeler, avec un thriller audacieux et essentiel, je n'ai pas peur de le dire. Son titre tire sur mon doigt, mais pas trop fort. Et pour me donner son avis, que d'aucuns qualifieraient déguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut, enfin, là je m'égare, mais... Je vais commencer notre tour de table donc par Eric Feufoff, qui, je le rappelle, est chroniqueur ciné et mots croisés au Firago. Alors Eric, que vous a évoqué ce film ? Oh bah, moi, j'ai pas attendu que le protagoniste se fasse tirer sur le doigt pour me tirer de la salle. Mais encore... Bah, moi j'attends encore que Ruffo se retire les doigts du fondement, pour tenir correctement sa caméflex. Et vous dites dans votre introduction que c'est un thriller essentiel, moi je dirais plutôt que c'est à deux doigts d'être une purge, à deux doigts. C'est à vomir, et sans avoir besoin de se glisser le doigt dans la gorge, s'il voit ce que je veux dire. Jamais avare d'un bon mot, mon Eric. Mais vous, Marie Chausson du Parigo, vous en avez pensé quoi ? Eh bien moi, j'ai adoré l'interprétation de Guy Barrel, qui, je trouve, sert magnifiquement le film de par sa retenue. Maryse, vous êtes une femme passionnée, votre sensibilité apporte un peu de grâce à cette émission. C'est touchant, n'est-ce pas ? Merci Gérard, ceci dit, j'ai pas particulièrement été emballé par... C'est touchant, hein ? Oh bah moi, en tout cas, il y a un truc que je toucherais bien sans retenue, c'est le petit boule de Guy, qui sert bien plus le film que son talent inexistant. Et puis, il y a aussi un autre truc que je toucherais bien, c'est le petit... Feufoff, on se calme et on se retrouve... Oui, parce que le temps nous manque. On se retrouve le mois prochain pour un casque qui traitera du dogme finnois et de son influence sur l'œuvre de ce génie qu'est pas bien Antonioniente. Ah oui, je vois, monsieur Antonioniente, le réalisateur de ce génial brûlot social subversif qu'est Camping. Oh Gérard, tu m'as cru, tu as cru un petit peu quand même. J'ai eu peur. T'as cru que j'y croyais. J'ai eu peur. Mais n'empêche que Antonioniente, moi j'ai très hâte de voir son prochain film, Les Gilets jaunes à la plage. Romps-moi dans la gueule. Gros Gilets jaunes. Oh, plutôt deux fois qu'une. Vous ne le cherchiez même pas. Et pourtant, il est là. Il est partout. Chaque branche professionnelle, il doit fouler. Le voici, le voilà pour vous, dans Mauvais Travail, Francky Stagiaire. Pour ce 8e épisode de Francky Stagiaire, je vais vous raconter une exclue incroyable de ouf et véridique. Mon premier stage, avant de rencontrer François Hollande.
À l'époque, je suis un habitué des structures d'insertion professionnelle, du pôle emploi, la mission locale, tout ça. Donc je me retrouve à devoir trouver un stage. Un stage, mais dans quelle branche ? Depuis à peu près 6 mois, je fais le deuil de la carrière qui a animé mes espoirs d'ascension sociale depuis tout petit. J'aurais voulu être présentateur du journal de 13h sur une chaîne à grosse audience, mais aucune école n'a accepté mon dossier. Alors je me dis, Francky, essaie de te faire plaisir un petit peu. Où est-ce que tu pourrais te trouver un stage de toute beauté ? Je réfléchis 3 minutes et je sais pas pourquoi, ça me vient comme ça, un flash. Comme dans SOS Fantôme, quand Ray visualise le bibendum Chamallow. Moi, je pense à l'hôtel particulier de Gérard Depardieu, dans le 6e à Paris. 1800 mètres carrés, 10 chambres, piscine intérieure, mignon jardin, grosse terrasse, gros espace, inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Ouais, le cadre parfait pour un stage. Et puis je me demande, mais quels postes pourront m'intéresser parmi les suivants ? Cuisinier, masseur, violoniste de salle de bain, larbin, chien... Non, je me dis, Francky, tu fais fausse route. La stratégie, ça va pas être d'investir la luxueuse demeure de Gérard. La stratégie, ça va être de chercher une nouvelle demeure luxueuse encore plus ouf pour Gérard. Je vais trouver un stage dans l'immobilier de luxe. Alors je réussis à me dégoter un stage chez Immogrolux, une grosse agence qui déniche des domiciles incroyablement, véridiquement, vraiment ouf pour une clientèle exigeante et suante d'argent. Pour les convaincre, je leur donne simplement le nom du gros poisson que je vais leur pêcher et je leur demande s'ils sont convaincus. Gérard Depardieu, convaincu ? Waouh, gros client ! Ah, Francky va signer chez Grolux. L'équipe me confie son incroyable catalogue, il est véridiquement ouf, vraiment. Ma convention signée, tamponnée, il me reste à convaincre mon client. Si je réussis, on me confie un gros budget illimité. Je me poste en surveillance devant la propriété de Gérard Depardieu. Le jour, à la terrasse du bistrot d'en face, la nuit, dans ma Clio bleue, garée sur le trottoir. On est lundi soir, la journée finie, ça bouge pas. Mardi, mercredi, rien non plus. Jusqu'à jeudi, 5h du matin. Je suis en train de fouiller mon coffre à la recherche d'un briquet. Pas pour allumer ma clope, j'ai des allumettes, mais pour décapsuler ma bière, bordel. Je viens d'en éclater une en essayant de l'ouvrir avec le rétroviseur gauche de ma Clio bleue, et j'ai éclaté l'essuie-glace droit en essayant d'en ouvrir une deuxième. Du coup, je me suis vénère et je l'ai balancée parce que j'étais vénère, sauf que je l'ai pas balancée n'importe où. Elle a tracé une belle courbe pour atterrir dans la cour de mon gros poisson. Ouais, j'ai éclaté une Gronambourg dans la cour de l'hôtel particulier de Gérard Dedieu. Je trouve enfin un briquet dans mon coffre quand j'entends. Wow ! Je lève les yeux. Merde, c'est lui. C'est Gérard Depardieu, en robe de chambre, là-bas, sur le trottoir devant la grande porte de chez lui. Alors c'est toi qui prends ma cour pour un cimetière à bouteilles. Merde. Depardieu Gérard se dirige vers Magic Frankie. Ça va, il est lent. Il a l'air plus bourré que moi. J'ai le temps de réfléchir. Justement, j'ai mon coffre ouvert, là, devant moi, et à 20 mètres, j'ai un Depardieu qui est, on le sait, imprévisible, et donc j'ai peur de ce qu'il pourrait infliger à ma voiture. Parce que je n'ai pas oublié cette histoire qu'on m'a racontée. Un type renverse un sanglier, il le met dans le coffre de sa voiture, sauf que la bête est en vie. Elle se réveille et elle détruit la bagnole de l'intérieur. Revenons sur moi, Frank Magic, devant mon coffre, avec un Depardieu vénère à maintenant 3 mètres. Oh ! Hors de question qu'il détruise ma Clio bleue. Bizarrement, dès l'instant où je ferme le coffre, Gérard devient plus gentil, plus calme quoi. Bon alors t'es qui ? Qu'est-ce que tu fous là ? Je suis Frank Magic, stagiaire chez Immogrolux. J'ai dans la boîte à gants de ma Clio bleue un catalogue de biens immobiliers d'exception. J'en ai vu d'autres. Écoutez, c'est mon premier stage. C'est un miracle pour moi d'être arrivé jusqu'ici. Je suis pas sûr qu'avant moi, il y ait eu des stagiaires aussi impliqués de ouf que moi. Alors, pardonnez mon intrusion explosive de tout à l'heure avec ma Gronambourg, c'était indépendant de ma volonté. Et peut-être pas indépendant de la volonté de Dieu. Hein, Gérard ? Mais c'est de moi que tu parles comme ça. Gérard Dedieu. Je montre le catalogue de l'agence à Gérard. Ça, c'est le livre magique où on va trouver votre prochain domicile incroyablement, véridiquement, vraiment ouf. Oh, ça m'intéresse alors. Alors, vous voyez là, premier coup de cœur, direction la Forêt Noire en Allemagne. C'est une sorte de gourmandise habitable. Ça s'appelle le Palais Antel. Antel, contraction de Hansel et Gretel, grosse référence. Tu veux dire que je peux tout bouffer ? Bah oui. Laisse tomber, j'ai un suivi médical. Si je fais ça, je peux plus tourner, les assurances voudront pas suivre. Ah, votre médecin ne validera pas le Palais Antel. Ben non, c'est du suicide. Ok. Gérard refuse le temple Gros Choco dans la ville de Chantilly, avec Chantilly à volonté dans absolument toutes les pièces. Il refuse aussi la Villa des Saveurs, avec son défilement permanent sur des tapis roulants d'entrées, de plats, de desserts, concoctés par un grand chef qui change tous les mois. Entrée, plat, entrée, dessert, digestif, plat, dessert. Ah ! Mais il est quand même intéressé par 3 des biens immobiliers de ouf de luxe que je lui propose. C'est cool.
Je propose à Gérard de m'accompagner, mais il refuse. Non, j'ai pas le temps et j'ai autre chose à foutre. Alors Francky, tu vas aller voir ces perlouses d'architecture pour moi. Je vais te donner ce genre de téléphone high-tech avec une caméra à l'intérieur. Alors quand tu seras sur place, tu m'appelleras et tu me feras la visite en direct, ma couillette. Voilà donc le deal proposé par Depardieu. Je parviens à lui faire signer le papier exigé par l'agence pour valider mon stage et ainsi, je valide le gros budget. À l'agence, on me donne une carte de crédit transparente avec des paillettes. Je remercie l'équipe et je pars sur le terrain. Ma première visite, il s'agit d'une station thermale en cours de rénovation. L'entrepreneur en charge des travaux souhaite proposer aux futurs propriétaires une personnalisation du mobilier, notamment des chiottes dont les assises pourraient par exemple prendre la forme de donuts. Allô? Mais bordel, espèce de gros connard, pourquoi tu décroches? Oh mais ta gueule, Jean-Pierre, c'est moi qui paye le tournage. Connard! Oh mais alors? Toi, connard, oh mais alors? Allô, c'est qui? Je lui fais la visio-visite, comme convenu, et puis je lui explique le concept de personnalisation du mobilier avec l'exemple de la lunette de chiotte en forme de donut. Oh Francky, tu m'as pris pour qui? Homer Simpson? Je suis en tournage là avec Moki, donc rappelle quand t'as du sérieux. Passons à la seconde visite. Ouais Francky, je suis avec Joe Star, on se bourre la gueule là. Ouais, j'entends ça, mais vous en pensez quoi de ce loft de ouf malade sur cette île artificielle à quelques kilomètres au large de Dubaï, le tout construit avec 100% de matériaux translucides? Et qu'est-ce que ça peut me foutre? Ouais, qu'est-ce que ça peut lui foutre? C'est Gérard Depardieu, mon gars! Pose ton catalogue, bad boy de mes couilles. Ok, donc expéditif le mec, hein. J'aurais bien aimé approfondir les visites, c'était un peu le but de mon stage. Profiter du dispositif pour infiltrer la classe supérieure et y trouver ma place. Et j'avoue, je m'attendais à passer plus de temps avec Depardieu, même à distance. Je pensais rentrer un petit peu dans sa vie, quoi, avec mon petit capital sympa Francky. Je comptais me gérer mon petit nid douillet. Gérard m'aurait attribué une chambre, la Magic Room. Et très vite, avec son réseau, j'aurais rencontré une jolie fille d'eux, avec un beau capital héritage. Et hop, romance de luxe. Le réel a autre chose à m'offrir. Mais bon, je m'y fais. Prochain cap pour Francky, la 3e et dernière visite. Je prends l'Eurostar et j'appelle Gérard le lendemain depuis une superbe baraque au cœur de Londres alors qu'il est aux chiottes. Allô Gérard? Oui allô Francky, stagiaire de mes couilles. Oui, c'est moi. C'est bon, vous avez l'image? Ouais, je vois tout. Et toi, tu l'as l'image de moi sur le trône? Ouais, je l'ai, ouais. J'ai le son aussi. Alors vas-y Francky, montre-moi. Bon ben voilà, c'est une maison quoi, y a pas d'autre nom. À Londres, capitale des Anglais. C'est vous qui l'avez sélectionné, hein, je vous rappelle. Ouais, je me rappelle aussi. Vous avez pu contempler le salon avec vue sur la cuisine ouverte sur la mer. Oui, c'est beau, hein. Alors maintenant, je vous montre la terrasse qui surplombe un profond précipice de 120 mètres. Ah. Une belle bâtisse victorienne dont le cœur bat au rythme des pointeuses londoniennes. Dans mes francs. Avec des chiottes à chaque étage, autant de chambres que d'œuvres d'Émile Zola. Francky. Avec notamment un chenil, avec... Franck Magilux, là. Oui, quoi, Gérard? Laisse tomber, mon petit. Depuis le début, c'est peine perdue. Comment ça? Et écoute, Francky, quand je t'ai rencontré l'autre jour, je t'ai bien flairé. T'es un furteur, t'es un rusé, Francky. Tu m'as raconté ton histoire. Ça m'a rappelé ma jeunesse, pleine de fougue. J'ai eu envie de t'aider. Mais alors, vous envisagez pas de déménager? Ben non, j'ai juste fait en sorte que tu vives le stage que tu voulais vivre. Mais là, tu m'as saoulé. Mais alors, ce stage n'a aucun sens? Détends-toi, Francky. Tu poses trop de questions. Tu me fais peur quand je pense aux questions que t'oses même pas poser. C'est un océan d'angoisse. Ok, bon ben, c'est fini le stage alors. Ben ouais, j'ai un barbecue qui m'attend, 100% viande de bœuf. Devine ce qu'ils ont mis comme sauce. Fromage fondu. Ben oui. Ok, bon ben, éclatez-vous bien Gérard. Merci Francky. Waouh, ça c'est du stage bébé. Bah ouais, toujours là mon gars. Toute ma vie, j'aurais du stage rocambolesque à raconter. J'ai de la rocambole en stock, ma man. Mais dis-moi Michel, c'est le moment de retrouver les tutos de nos deux clowns abjects. Eh oui, ils sont là, dans les starting blocks avec leur podcast des enfants. Clownax et Prunax. Oh, Clownax et Prunax. Bonjour les enfants, c'est Prunax. Et moi c'est Clownax. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment s'amuser lorsque Popo et Maman ne sont pas là, n'est-ce pas Prunax? Oh que oui mon Clownax. Et que va-t-on faire aujourd'hui? Bah, comme on a fait une bonne plaque à la radio la dernière fois et que ça n'a pas fait marrer tout le monde, bah, les parents nous ont enfermés dans notre chambre et on ne peut pas sortir. Alors mon Clownax, je te propose qu'on s'échappe. Bah, comment ça? Mais comment on va... Eh ben, premièrement, on va se munir de toutes les plumes qu'il y a dans les oreillers et les traversins. Ah oui, je vois où tu veux en venir, mon Prunax. Les enfants,
allez chercher des bons gros sacs poubelles et remplissez-les avec votre récolte de plumes. Jetez les sacs par la fenêtre et Clunax, je te propose de sauter. Ok, mon Prunax, c'est parti. 3, 2, 1. Et là, je saute et je saute. 0. Je saute. Et voilà les enfants, on s'est encore bien amusé, mon Clunax, hein? Oh que non, mon Prunax, ah bah non, t'as pas vu j'ai rebondi sur la route, Prunax. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle expansion de Samoudi. Oh non, Clunax. Là, il me semble assez certain que Prunax a passé l'arme à gauche et qu'on n'aura plus le podcast des enfants. Rip, mon gars. Bonne nuit au paradis, Clunax. On passe au mauvais témoin du mois. C'est qui? C'est quoi? C'est la surprise. Le mauvais témoin de mauvais travail. Bonjour, alors Franck et Michel ne m'ont pas présenté. Je m'appelle Alphonse Paulson et je vais vous parler du premier cauchemar que j'ai fait, ou en tout cas premier cauchemar dont je me souviens. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Le cauchemar commence comme un rêve. C'est quelque chose d'assez joyeux. Je suis dans un jardin d'enfants, quelque chose comme ça, où il y a des jeux, il y a des enfants, il y a des adultes qui nous surveillent, c'est assez bien. Et il y a une espèce de toboggan en spirale qui part du plafond des étages supérieurs, qui va sûrement à des étages inférieurs, avec une sorte de piscine à boules pour amortir ceux qui viennent du dessus pour arriver à mon étage. Je vois les enfants qui descendent. Je me dis, ça a l'air super comme jeu, quoi. Moi, j'aime bien les toboggans. Donc j'y vais, je glisse, ça tourne. Et en fait, je passe beaucoup trop d'étages, je tourne beaucoup trop, sans prendre de vitesse, mais sans pouvoir m'arrêter. Et au bout d'un temps infini, j'arrive enfin en bas, qui doit être au 4, 5 ou 28e sous-sol. Et c'est un sous-sol très haut de plafond, avec des grandes étagères. Et vraiment, il y a des grandes étagères, un peu comme dans Richard au pays des livres magiques. C'est vraiment des étagères où il faut des échelles pour monter qui font 4, 5, 10, 20 mètres de haut, avec des livres ou des cassettes vidéo ou des choses comme ça. Et donc je me balade, je regarde, je sais pas où je suis, et j'essaie de savoir comment sortir, parce que même si c'est intéressant de découvrir un nouvel endroit, je me sens pas bien. Il y a une sensation un peu étrange, et donc je passe de rayon en rayon, et à un moment, là, en face de moi, je vois à une table ma mère et ma tante, sa sœur, alors qu'ils se ressemblent beaucoup. Et dans la vraie vie, elles se ressemblent beaucoup, et elles mangent des pâtisseries, des sucreries, ce genre de choses. Donc ça m'étonne un peu de les voir ici, là. Et là, il y a des espèces de robots volants, ce qu'on pourrait appeler des drones aujourd'hui. Un peu cette forme-là, qui volent et qui tirent des lasers. Mais des lasers qui font des explosions, quoi. On se prend un laser, on meurt. Donc je commence à avoir peur, quoi. Je cours à travers les rayons, les étagères, on me tire dessus, ça explose, il y a des livres, des cassettes qui volent, c'est vraiment horrible. Je commence à angoisser, à me dire que il faut absolument que je sorte d'ici. Donc j'esquive les rayons laser, tout ça. J'arrive à m'en sortir, je sais pas comment. Et je me dis, je vais remonter en prenant le toboggan à l'envers, comme on fait des fois dans les manèges de McDonald's ou quelque chose comme ça. Donc je me dis, je vais partir, mais avec ma mère. Parce que ma mère, ma tante, ça fait trop, donc juste ma mère. Donc j'essaie de la tirer, je lui dis, maman, il y a des robots et tout, on va mourir, vite, il faut qu'on sorte. Mais elle m'ignore complètement, elle continue à manger avec sa sœur. Donc je me dis, je vais sauver ma peau. Donc là, je commence à remonter le toboggan à l'envers, et en spirale, et il y a des espèces de câbles électriques qui commencent à m'attraper, et je suis de plus en plus lourd. Il y a des télévisions, les grosses télévisions à tube cathodique, les vieilles, quoi, qui font du poids. Et là, j'arrive à un palier,
Et il y a un enfant qui ouvre la porte et qui dit « Ah, qu'est-ce qu'il fait ?» Et il y a son grand-père qui dit « Laisse-le, il essaie de remonter. » Et là, je me réveille. Le mauvais témoin de mauvais travail. L'émissain touche à son fion. Non, pardon, excuse-moi. L'émission touche à sa fin. Wow. Merci à tous les petits mauvais de la terre entière. Ce fut encore un plaisir d'animer cet épisode. Francky, on dit au revoir aux petits mauvais. Et oui, les petits mauvais, on vous souhaite plein de chance dans vos destins. Et puis, au cas où ça ne marche pas, on vous envoie aussi de la force, plein de ce fort qui vous aidera à accomplir vos mauvais destins. On vous embrasse. Bisous les petits mauvais. Bisous, bisous.